Merci d'être là. C'est un colloque qui va être passionnant. Je dois dire quand même qu'il a été difficile à organiser. Ça ne vous regarde pas, mais quand même, hein, vous vous en doutez, avec des belles tables rondes comme ça, si multiples, une grande diversité, une qualité des intervenants qui dépasse l'entendement, si j'ose dire. Voilà, donc on va être accueillis par Ernest Mund. Donc Ernest, je vais lui passer la parole tout de suite, et puis tout de suite derrière lui, je vais la reprendre avant l'audition de M. Grossi, Raphaël Mariano, qui nous fait le plaisir depuis l'AIEA de nous adresser un petit message de bonne conférence. Donc Ernest, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, chers participants aux entretiens européens, la Société européenne des ingénieurs et industriels, dont je représente le bureau exécutif, en l'absence de son président, le professeur Furfari, se réjouit d'accueillir les entretiens européens et leur directrice, Madame Claude Fischer-Herzog, pour une 19e édition sur le thème de la valorisation et le financement des projets nucléaires en Europe. Cette édition a lieu dans une actualité brûlante, et nul doute qu'au regard du riche programme proposé, les débats seront vifs et passionnants. La Société européenne des ingénieurs et industriels est très heureuse d'être un partenaire de ces entretiens européens depuis de nombreuses années. Cette fois, le colloque a lieu dans ses locaux à la Fondation universitaire. Nous savourons le fait qu'après 2 ans d'échanges par écran interposé, protagonistes et participants puissent se retrouver. Vous êtes une centaine de présents et plus de 200 à suivre les débats grâce à Zoom. Pour ceux qui ne la connaissent pas, notre société regroupe, comme son nom l'indique, des femmes et des hommes, pour la plupart ingénieurs, occupant ou ayant occupé des postes de responsabilité dans le tissu technologique et industriel, l'administration, l'enseignement supérieur et la recherche, belges principalement. Nos membres sont particulièrement conscients des conséquences potentielles de la mutation accélérée imposée au système énergétique européen par les préoccupations relatives au climat. L'histoire montre que les transitions technologiques prennent très naturellement du temps, habituellement 1 siècle. Les forcer à une échelle de temps beaucoup plus courte peut conduire à des catastrophes. Est-il raisonnable de miser sur plus de 65% de la production d'électricité à partir d'énergies variables et intermittentes à l'horizon 2050, comme le veut le plan vert européen, sans avoir mûrement soupesé l'éventail des conséquences? Le doute est inscrit dans toutes nos têtes. Des sources pilotables d'électricité sont indispensables pour garantir la sûreté d'approvisionnement et éviter des blackouts. Une réflexion approfondie sur la place à venir du nucléaire, qui a joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire, et sur la concrétisation de celle-ci est essentielle. La SEII se réjouit de la qualité de l'information et des discussions qui vont suivre. Samuel Furfari m'a chargé de remercier vivement Claude Fischer-Herzog, âme de ces entretiens, de nous y avoir associés. Je cède immédiatement la parole à l'organisatrice pour la suite du programme. Claude, c'est à vous. Un grand merci Ernest. Et on pense bien à Samuel qui, lui, est à Nancy, en train de faire un colloque sur la géopolitique. Comme quoi, vous voyez, il a pris un petit peu d'avance puisque ce sera notre sujet l'année prochaine, n'est-ce pas? Alors, moi, c'est notre 19e édition. Les entretiens européens ont été créés en 2002 avec un premier colloque international à Augent en Haute-Marne, près de Bure. Ça vous dira peut-être un peu plus quelque chose. Bure, on en parle beaucoup en ce moment. Et déjà, la Commission européenne était un support actif ou un partenaire actif, comme vous le souhaitez,
Et je remercie d'ailleurs la Commission d'être encore là, elle est présente ici, Massimo sera avec nous demain. Mais il faut reconnaître que c'était une autre époque. La Commission elle-même était très engagée pour le nucléaire et il y avait Anna Palacio, François Lamoureux, pour ceux les plus anciens d'entre nous, et puis avec Ristori, Dominique Ristori, qui a été DG à la DG Énergie, on a même pu réfléchir à un Schengen nucléaire avec l'ambition de s'unir contre le front des antinucléaires, déjà à l'époque, et de construire une politique industrielle nucléaire européenne. On en est encore là à essayer de la construire, sauf que c'est beaucoup plus difficile. L'eau est passée sous le pont et on va dire que les réticences pour construire une politique industrielle nucléaire, même au sein de la Commission, sont fortes. Alors pendant 2 jours, on va avoir un débat sur la valorisation des projets nucléaires et leur financement. C'est une question hautement politique. Tous ceux qui vous disent « non, je ne viendrai pas parce que moi je ne suis pas technique », vous leur dites que le financement du nucléaire, c'est politique, c'est pas technique. Et les sociétés doivent pouvoir s'approprier, évidemment, cette question, car ce sont des choix sur le nucléaire qui vont l'engager durablement. Donc il ne faut pas qu'elle soit mise à l'écart. Alors, les projets en Europe, ils existent. Je ne vais pas faire la liste ici, on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'Union européenne, ne les soutient pas. Or, comment gagner la bataille du climat, dont on nous rabat les oreilles, celle de la reprise durable, répondre à la demande croissante d'électricité dans notre nouvelle ère électrique, j'insiste, parce qu'on a l'impression de découvrir qu'on va consommer beaucoup plus d'électricité. Il y a 2 ans, déjà avec vous, nous faisions un colloque sur ce thème à Helsinki, qui a été d'ailleurs formidable. L'électricité nucléaire remplit des missions d'intérêt général, on dirait service public pour les Français. Elle fournit l'électricité en continu pour tous à des prix abordables. Mais le marché européen, lui, pénalise les entreprises qui produisent et dissuade les investissements. Ceux-ci sont lourds, à rentabilité différée, mais une fois réalisés, excusez-moi de faire le geste, c'est bingo, les bénéfices sont énormes. Et c'est un plus pour notre indépendance énergétique, pour le bien-être des populations et même pour nos finances publiques. On verra tout ça dans une première après-midi qui sera animée par Daniela Lulache, que je remercie d'être là. Elle est la Head of Policy Office of AEN et elle va animer une table ronde, enfin plusieurs tables rondes d'ailleurs sur ces sujets, la spécificité des investissements par rapport à leurs coûts et leurs avantages par rapport à leurs coûts. L'idée avec cet après-midi, c'est de montrer que le nucléaire a besoin des dérogations sur le marché, qu'on analysera demain le marché. La Commission européenne les refuse au nucléaire, alors qu'elle multiplie les dérogations pour les ENR, qui ne sont pas un service public. Elle les multiplie pour le gaz, qui pollue et qui émet du CO2, donc comprenne qui pourra. En faisant ça, elle provoque des dysfonctionnements majeurs, graves, et une grande volatilité des prix sur le marché. Et les États nucléaires sont discriminés, alors qu'ils doivent renouveler leur parc et consolider la filière. C'est bon pour eux-mêmes de renouveler leur filière, mais c'est aussi bon pour toute l'Europe. Car vous le savez, quand les intermittentes ne marchent pas, on achète nucléaire. Heureusement, il y a un peu d'interconnexion sur les marchés. C'est à double sens, évidemment, parce que quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, nous sommes obligés d'acheter le vent et le soleil, puisque, comme vous le savez, ils sont prioritaires sur les réseaux. Pourtant, les États nucléaires sont renvoyés dans leur corde, si j'ose dire, permettez-moi l'expression, pour trouver les solutions au financement de leurs projets. Ils n'ont pas la possibilité de coopérer sur le marché, c'est très difficile puisque ce marché est régi par les règles de la concurrence. Ils doivent trouver leur modèle de financement, autant d'États membres, autant de modèles, et c'est d'ailleurs très lié à la culture de gestion de chacun des États membres, et on ne gère pas de la même façon en Hongrie, en République tchèque ou en France, et c'est ce qui ne facilite pas l'entente entre nos États, et je dirais même ce qui les met en concurrence. Alors aujourd'hui, on a l'impression d'un petit sursaut, il faut le dire. Les États se réunissent, ils pétitionnent ensemble pour que le nucléaire soit reconnu dans la taxonomie. Ce qui ne fait pas encore une politique commune, avouez-le. À mon avis, ça va aggraver la concurrence entre les États, une fois qu'on aura les labels. La taxonomie est un sujet sensible, très politique lui aussi. L'Allemagne, l'Autriche sont vent debout
pour empêcher que le nucléaire ne bénéficie de labels et de garanties comme les autres énergies décarbonées, ce qui lui permettrait d'attirer les investisseurs. Or, on ne demande pas de sous à la Commission. On demande, contrairement d'ailleurs aux autres énergies qui bénéficient de green bonds aujourd'hui dans le plan de relance, y compris le gaz d'ailleurs. Mais on demande des garanties. Et le prétexte que la Commission avait trouvé avec les déchets nucléaires est fallacieux, car je veux insister ici, mais on aura une intervention de l'ONDRA, c'est ceux qui ne retraitent pas leurs déchets, c'est ceux qui sont en retard dans la gestion de leurs déchets, qui mettent des bâtons dans les roues à ceux les plus vertueux, qui les traitent et qui les gèrent et qui les stockent. Donc là aussi, triste façon de récompenser les États membres qui font des efforts. Alors comment attirer les investisseurs? Eux-mêmes nous le diront, ils nous diront ce qu'ils attendent, mais nous avons de toute façon, par-delà les questions de la taxonomie ou des montages financiers, des problèmes systémiques en Europe, puisque nous n'avons pas de marché financier en Europe. Il est à construire et nous pousserons d'ailleurs la réflexion jusqu'à la fabrication d'un marché financier européen. La France a une responsabilité particulière, c'est un grand pays nucléaire. Elle doit mobiliser les États membres sans leur faire la leçon. Les Français m'excuseront de cette petite parenthèse. Et montrer l'exemple. Elle doit s'engager. Or, notre président est encore sur la défensive. Et pour ceux qui se réjouissent de son intervention d'hier, je dis attention, regardez bien ce qui se cache derrière. On cède encore une fois à la Commission, on parle SMR, on parle hydrogène, on parle ITER. Le sujet qui nous préoccupe ici, évidemment, c'est le renouvellement du parc avec les 6 EPR, c'est la construction des EPR ou des grandes centrales de troisième génération en Pologne, et c'est la construction de réacteurs en République tchèque, en Hongrie. Les SMR, oui, d'accord, il en faudra, mais ce n'est pas notre sujet, évidemment, si nous voulons renouveler et consolider notre parc européen. Donc, elle doit aujourd'hui montrer l'exemple et plus s'engager. Et si Macron reste sur la défensive, les ministres ici rament quand même, il faut le dire, les ministres français, pour exiger le nucléaire dans la taxonomie. C'est pas gagné, et on risque encore, là aussi, que la Commission ne choisisse les technologies à notre place. On va subventionner ou labelliser les SMR, ITER, etc. Mais encore une fois, le problème, c'est pas celui-là. On veut des labels pour les constructions qui, elles, c'est pas 1 milliard de SMR, c'est 6 milliards par centrale. Donc vous multipliez ça par 10, 20 centrales, vous voyez un peu la somme qu'il va nous falloir réunir. Alors, la comparaison avec les grandes puissances, on va la faire aussi ici, elle est sans appel. L'UE a le don de se tirer une balle dans le pied, comme je le disais l'autre jour à Yann Bartak. On ne défend pas notre industrie, on ne valorise pas ces entreprises, alors que vous allez l'entendre, les Russes, les Chinois, les États-Unis même, plus difficilement aux États-Unis, mais quand même, soutiennent avec des politiques publiques dynamiques, même agressives, quelquefois, n'est-ce pas, Alexander, leur secteur nucléaire, et ils se battent aussi bien en interne d'ailleurs que pour l'export. Donc Yann Bartak animera cette séance après celle sur la réforme du marché qui sera animée par Jean-Paul Poncelet, que je veux absolument saluer, qui est dans la salle ici. Alors comment reprendre l'offensive? Nous proposons un pacte de solidarité énergétique entre les États nucléaires. C'est pas gagné, je l'ai dit, ils sont en concurrence, même les États nucléaires. Ils ont du mal à nouer des coopérations. Il y en a d'autres qui travaillent plus avec les Russes, d'autres plus avec les Américains. Donc on n'a pas véritablement de dynamique européenne. Et évidemment, il faut sortir le nucléaire de la concurrence, réformer le marché et pourquoi pas l'exempter des règles de la concurrence avec la reconnaissance comme un service d'intérêt économique générale. Je dois dire que ce sera une proposition qui va revenir très souvent pendant notre colloque. Elle sera portée par plusieurs économistes. Elle sera également portée par moi-même, n'est-ce pas, en conclusion, comme une proposition phare pour que tous les États se mobilisent pour cette reconnaissance. C'est juridiquement possible vis-à-vis du traité, puisque je veux le dire ici et je veux l'excuser au passage, Philippe Herzog a eu droit à un rapport sur les services publics quand il était président de la Commission économique et monétaire. Il a fait avancer le dossier. Le rapport a été voté à la grande majorité. Il n'y a que les socialistes français qui n'avaient pas voté pour parce que la droite française avait voté pour.
Vous imaginez, hein. Donc on en est encore là, quelquefois en France. Hein. Et puis, nous avions, et Mario Monti, pour ceux qui se rappellent, avait fait aboutir cette proposition dans le traité de Lisbonne en 2007. Donc on va ressortir le traité, on va l'utiliser, ce traité de Lisbonne, pour pouvoir aller de l'avant. Alors les débats, pendant 1 jour et demi, 30 intervenants de 12 pays, ils seront ouverts par Raphaël Mariano Grossi, je vais lui donner la parole tout de suite, il va nous intervenir par vidéo, et ils seront conclus par Massimo Gariba. Vous êtes 100 inscrits en salle, c'est pas si mal, je me suis battue pour essayer de faire plus, mais c'est difficile, plus de 200 par Zoom, et j'espère d'ailleurs qu'ils sont là. Et comme je l'ai dit, ils seront animés par Daniela Lula, Jean-Paul Poncelet, Yann Bartak et Yves Desbazeille. Yves, qui est le représentant de l'industrie nucléaire en Europe et qui va interpeller les États. Donc je suis très contente que ce soit l'industrie qui s'adresse aux États pour leur demander ce qu'ils font pour qu'elles puissent se développer. Un débat sur des questions difficiles, des questions qui fâchent. On va le faire sans se fâcher, n'est-ce pas? Puisque nous sommes très respectueux entre nous, mais aussi vis-à-vis de nos sociétés qui, encore une fois, sont les premières concernées. Je vous remercie et je vais demander à nos amis de la technique, que je veux remercier ici, je l'ai dit tout à l'heure, 10 heures ils ont passé pour que vous offrir un colloque en Zoom et en salle directement, Myriam et Stéphane, et puis la jeune équipe des jeunes étudiants qui m'accompagnent, qui sont membres du groupe 2100 de PNC France, qui sont là à prendre des notes, à accueillir, à mobiliser un peu la presse, n'est-ce pas Alexis? Je veux les remercier tout de suite et bien sûr remercier nos interprètes. Elles sont fameuses, elles sont là, ils sont 3. Et c'est l'équipe d'Isabelle Vandenplas. Ça fait combien de temps maintenant? 20 ans que nous travaillons ensemble. Et Ivo, bien sûr, le chef de la technique de microson, qui veille à ce que tout se passe bien. Un grand merci et à tout de suite. It's a pleasure to be here. The topic of your discussion is very important. The dramatic signs of global warming are all around us. This summer was marked by historic floods in Europe and devastating wildfires in North America. In late September, energy costs have been skyrocketing in Europe. In some markets, natural gas prices have risen as much as 400%. The reasons for this are complex, but the basic underlying situation is very clear. Countries are shutting down fossil plants as they transition to net zero energy systems. In some cases, they are also shutting down nuclear reactors and relying more and more on renewable energies such as solar and wind. This strategy places enormous strain on natural gas, which acts as a backup when these renewables are unavailable because the sun doesn't shine or the wind doesn't blow. Add to these constrained gas supplies, particularly at a moment of surging demand such as during the Texas cold snap earlier this year, and then prices soar. These examples support a point I have long emphasized. The clean energy transition will be more affordable and less disruptive if nuclear is able to make a significant contribution. It is not just us, the IAEA, making this point. Scientists, journalists, professors, economists, and more concerned citizens are making a similar point. It's simple. Nuclear power as a 24/7 source of low-carbon electricity can help improve the reliability and the resilience of electrical grids with high shares of variable renewables. If electricity prices were determined by the long-term cost structure of a well-balanced low-carbon energy mix, then price volatility, like we are seeing today all across Europe, would be a thing of the past. Europe has big ambitions when it comes to addressing the climate emergency, and I applaud this. Who wouldn't? Every country
has a sovereign right and responsibility to determine its own energy mix depending on its natural resources, its geography or history. Many in Europe operate nuclear power plants. Among them are countries with some of the world's lowest carbon footprints in electricity production. Other European countries, a few, oppose nuclear power or are phasing it out. Some countries want nuclear power to be eligible for sustainable financing, while others don't. Of course, this is a debate for Europeans to resolve. From the IEA's perspective, I simply point to the science-based data showing that an energy mix which includes nuclear has been, is and will be how we fuel the world's economies and avoid the carbon emissions that cause devastating climate change. This is the message I will also deliver next month when I attend the UN Climate Change Conference, COP26, in Glasgow. Nuclear power plants are well suited to replacing coal-fired power plants. They can also replace coal-fired boilers for district heating and industry. And they can do this while being a significant driver of economic growth, generating jobs across many sectors and enabling a just transition away from coal and other fossil fuels. Europe still has countries that, dependent on coal or other fossil fuels, need to make the adjustment. Many of them have plans to expand or introduce nuclear power. Countries like the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland see nuclear as a suitable substitute for coal and fossil fuels and believe renewables alone will not provide the clean and resilient energy systems they need. Indeed, as we have seen with the recent energy price spike, we need a diverse mix of low carbon sources to keep the lights on at a reasonable price for everyone. Within this energy mix, nuclear power is also well suited to decarbonize heat production and can produce low carbon hydrogen on a massive and cost competitive scale so that it can be used in fuel cells, industrial processes, and energy storage. And in the future, by integrating nuclear with renewables, batteries, and green hydrogen, we can achieve enough flexibility to ensure resilient and reliable delivery of low-carbon energy night and day, even when clouds hide the sun and the wind doesn't blow. Serious innovation is needed across all energy technologies. As the IEA has said, almost half of the reduction in emissions needed to achieve the Paris Agreement goals will rely on technologies not yet on the market, including advanced nuclear energy systems. Yet, despite the potential and the urgency, too many policies and investment decisions do not yet align with our common goals. This risks delaying the development and deployment of these low-carbon options, jeopardizing the clean energy transition and making our energy systems more vulnerable to volatility and disruptions as the ones we are seeing all over the world. We need to provide people with factual, science-based information about the potential of nuclear power and its safe, secure, and peaceful uses and applications. We should engage with workers, with communities, with businesses who still rely on the fossil fuel industry for their livelihoods. Nuclear power and other low-carbon options can contribute to such a just transition if policy and financing barriers are overcome. Dear friends, how can we address the challenges standing in the way of a successful clean energy transition?
During your discussions, you will be looking into this question in detail. Allow me to offer a few suggestions of what we could do. We could phase out public support and financing for investment in unabated fossil fuels. We could adopt objective, technology-neutral, environmental, social, and governance frameworks for low-carbon investments that include nuclear energy. We could accelerate critical nuclear innovation through public-private partnerships. And finally, we could enable a just transition by directing clean energy investments to communities that need them. Ladies and gentlemen, dear friends, the clean energy transition is a massive undertaking that needs an all-hands-on-deck approach. Nuclear has a significant role to play, and we must continue to make our message, this message, heard.